avons bien en tête ces enjeux, il va être utile pour nous de préciser ce que désigne vraiment la notion d'engagement client. C'est un terme souvent galvaudé, alors que les enseignes et les marques savent très bien combien il est précieux de comprendre le profil de leurs clients engagés, de savoir ce que ça leur apporte sur des mécanismes aussi variés que la recommandation, la diminution de la sensibilité au prix, etc. Et bien sûr de savoir quel levier activer pour accroître l'engagement client et la base de ces clients engagés. Alors, je vais laisser la parole à Philippe Lemagresse, DGA d'Opinionway, qui va décortiquer pour nous ces questions dans le contexte de l'e-commerce et du commerce connecté. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il y a quelques mois, nous avons rencontré Marc Lolivier, les membres de la FEVAD, pour proposer ce sujet de l'engagement. Et nous avons ensemble adapté ce principe d'étude à l'univers de l'e-commerce. Aujourd'hui, je suis très fier de venir présenter les résultats et de partager avec vous les enseignements que nous avons tirés de cette enquête. Et je reconnais que je suis également très fier de pouvoir démarrer cette plénière. Alors, la semaine dernière, nous venons de fêter les 25 ans du web. Et le web, aux yeux des commerçants, des distributeurs, est progressivement apparu comme un véritable Eldorado, la possibilité de toucher un public extrêmement large de consommateurs et de pouvoir entamer avec eux une relation personnalisée, de faire en quelque sorte, passez-moi l'expression, du one-to-one avec eux. Le revers de la médaille, c'est que le consommateur a accès aujourd'hui à une pléthore d'offres, y compris sur Internet. Je crois que les derniers chiffres de la FEVAD estiment à 140 000 le nombre de sites en France, qui permettent aux consommateurs de sélectionner, de comparer et d'acheter au meilleur prix les offres qui correspondent le plus à ses attentes. Donc, d'un côté, un consommateur extrêmement sollicité par les propositions de services, et de l'autre, ce même consommateur qui a pris son envol, son autonomie vis-à-vis des marques, vis-à-vis des commerçants, vis-à-vis des institutions. La question dans ce cadre-là, c'est comment, avec ce consommateur volatile, réussir à trouver la bonne relation avec lui. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va permettre de s'assurer que le jour où il aura besoin de quelque chose, il viendra sur votre site. Le lien que les sites sont capables de créer avec le consommateur dans la durée est à notre sens plus important que le bien qu'on lui vend un jour. Car de ce lien dépend l'activité de demain, les bénéfices de demain et, en quelque sorte, le capital marque de votre site. La force de ce lien, c'est ce que nous avons appelé l'engagement. Alors, rentrons un peu plus dans les détails de cet engagement. Et en préparant cette intervention, nous nous sommes dit que finalement, la meilleure façon d'expliquer ce qu'est l'engagement, c'est d'utiliser une image, la métaphore de la relation amoureuse ou du mariage. Alors pourquoi ? Parce que finalement, lorsqu'on choisit un compagnon, une compagne, on se pose en général quelques questions. Par exemple, on va chercher à savoir quelles peuvent être les personnes qui correspondent le mieux à son profil. Et puis on va regarder dans son entourage, pourquoi pas sur Internet, ça se fait de plus en plus, essayer de trouver la bonne personne. C'est ce qu'on appelle l'implication. Peut-être quand même que je déroule, sinon ça va être compliqué. C'est donc la question de l'implication. Ensuite, tous les compagnons, tous les partenaires ne se valent pas forcément. C'est ce qu'on appelle la perception différentielle. Enfin, il peut y avoir des risques à se tromper de partenaire. C'est ce qu'on appelle le risque perçu. Donc vous comprendrez que pour un individu, lorsqu'il a besoin d'effectuer un achat sur Internet, il peut se poser exactement les mêmes questions. Alors imaginons maintenant qu'on a trouvé le bon partenaire. Qu'est-ce qui va faire que cette relation dure dans le temps ? Ce qui va faire que cette relation dure dans le temps, c'est l'expérience qu'on va avoir avec ce partenaire. Donc c'est la satisfaction qu'on va retirer de cette relation, c'est la confiance qu'on va témoigner envers son partenaire, c'est l'attachement qu'on va éprouver pour lui, et puis c'est aussi la perte que l'on imagine si ce partenaire venait à disparaître. Ces 4 questions constituent le socle de notre modèle, constituent le socle de l'engagement. Et en fonction des réponses à ces 4 questions, on va déterminer si un individu est engagé ou pas à tel ou tel site. Alors, qui dit engagé
dit évidemment pour celui qui s'engage des bénéfices. On vient de les voir à l'instant. Mais en contrepartie, il y a des bénéfices, il y a des sacrifices qui sont prêts à être donnés pour que cette vie à deux puisse être possible. Et ces sacrifices vont être autant de bénéfices pour les sites e-commerce. Pour éviter la glissade, je vais maintenant évoquer ces questions-là en revenant dans le cadre d'un acheteur, d'un cyberacheteur, dans sa relation avec un site. Alors, le premier bénéfice, ça va être la recommandation. Dans quelle mesure, quand l'occasion se présente, je n'hésite pas à parler en bien de ce site. La fidélité active. Si ce produit n'est pas disponible sur le site, dans quelle mesure je suis prêt à reporter mon achat? Enfin, la sensibilité au prix. Si ce site augmentait ses prix de 20%, dans quelle mesure je serais prêt à continuer à acheter sur ce site? Évidemment, plus le niveau d'engagement sera fort, plus le niveau de sacrifice auquel le consommateur sera prêt sera élevé. Alors, notre dispositif, vous l'aurez compris, c'est un point qui est important, mais je le répète ici, repose en fait sur une relation qui est établie. Il faut avoir en quelque sorte consommé la relation pour que l'engagement puisse exister. Donc avoir parcouru l'ensemble de ce qu'on appelle le chemin de conviction ici. Et nourrir l'engagement, ça va être quoi? Ça va être en fait nourrir la considération pour un futur achat sur ce site, augmenter les chances que le consommateur rachète sur ce site. Pour présenter et étayer nos propos aujourd'hui, on va s'appuyer sur un dispositif extrêmement robuste. Nous avons un échantillon représentatif des cyberacheteurs de 2500 individus et qui nous ont permis d'obtenir et de mesurer plus de 4500 relations entre un cyberacheteur et un site e-commerce. Nous avons couvert plus de 200 sites et également 10 grandes catégories de produits. Voyage, tourisme, services, produits culturels, habillement mode, produits techniques, santé beauté, univers de la maison, alimentation, électroménager, jeux et jouets. Nous avons également interrogé sur une vingtaine de minutes et toute cette matière nous a permis non seulement de mesurer le taux d'engagement, mais également de comprendre les ressorts et de déterminer les leviers actionnés pour augmenter ce taux d'engagement. Alors, cette démarche, on l'a initiée il y a déjà plus d'un an, on va dire, et on a testé cette approche sur tout un tas de secteurs d'activité, la banque, l'assurance, l'automobile, etc., etc. Et on s'est appuyé également sur notamment une thèse qui a été écrite à la la deuxième moitié des années 2000 sous la responsabilité de Jean-Noël Capferrer. Et cette thèse s'inscrit en fait dans tout un courant de pensée autour de la sensibilité à la marque, l'attachement psychologique, le désir de la maintien de la relation avec une marque, etc., qui nous a servi de cadre théorique et de support initial pour notre démarche. Mais assez parlé de tout ça, entamons et partageons avec vous les principaux résultats que nous avons obtenus. Premier élément, c'est une bonne nouvelle, c'est que le modèle appliqué au site e-commerce, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi fort que ce que l'on a pu observer dans les différents marchés que j'évoquais à l'instant. Et on va regarder ça un peu concrètement. Je viens d'évoquer tout à l'heure les bénéfices génériques de l'engagement, la recommandation, la fidélité, la sensibilité au prix. Lorsque l'on analyse les scores en fonction de on est engagé un site ou on n'est pas engagé un site, voilà ce qui apparaît. 59% des engagés nous disent que quand l'occasion se présente, je n'hésite pas à parler en bien, de façon positive, de ce site autour de moi. 44% des engagés nous disent que je préfère reporter mon achat si le produit n'est pas disponible sur ce site. Enfin, 29% nous disent que même en cas d'augmentation importante, je ne changerai pas de site. Ce chiffre de 29% nous a interpellés. Évidemment, il est moindre que ce que l'on peut observer dans beaucoup d'autres marchés, mais il est quand même significatif avec un ratio, vous voyez, de 2 fois plus de personnes à soutenir cette position chez les engagés par rapport aux non engagés. On vous a dit 4500 observations, donc on a la possibilité de zoomer sur un certain nombre de secteurs. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour respecter le timing, mais à titre d'exemple, sachez par exemple que sur la sensibilité au prix,
on a des écarts extrêmement importants en fonction du secteur. Puisque vous voyez qu'entre l'électroménager, où on a assez logiquement une sensibilité moins forte, 17%, et la santé-beauté, où on monte jusqu'à 43%, on a un spectre qui est très large. Et ce que l'on observe sur les secteurs, on va l'observer également entre les acteurs, puisque sur la vingtaine d'acteurs que l'on a pu analyser, puisqu'on avait plus d'une cinquantaine d'actes sur chacun d'eux, on a des taux d'engagement, on va le voir tout à l'heure, qui varient vraiment dans des proportions très fortes. Alors, autre bénéfice, mais cette fois-ci plus spécifique à l'univers du e-commerce, et qui n'en sont pas moins intéressants, jugez plutôt, on leur posait la question, avez-vous déjà transmis une offre du site à une de vos connaissances? Eh bien, ils sont 2 fois plus nombreux parmi les engagés, 44%, par rapport aux non engagés. Ils sont 22% à poster des commentaires positifs sur la toile, contre 12% chez les non engagés. Et dernier élément qui me paraît vraiment extrêmement important dans une économie de la contribution dans laquelle nous rentrons, où la capacité des sites à engager et à utiliser les externalités positives, pour reprendre les termes de Nicolas Collin sur ce sujet, sont un facteur décisif de succès. Et on voit ici qu'on est à un facteur de 3, quasiment, 68% contre 24%. Donc l'engagement, source de bénéfices, je crois que c'est clair, mais combien de personnes sont engagées? Alors, on va regarder ça d'un peu plus près avec vous. Lorsque l'on fait la moyenne arithmétique des 10 secteurs que nous avons analysés dans cette enquête, on arrive à un taux d'un peu moins de 1 sur 4, 23% pour être précis. Alors 23%, c'est bien, c'est pas bien. Si on regarde nos différents benchmarks, on peut dire que c'est plutôt bien par rapport à un secteur comme la banque, qui engage à hauteur de 14%, ou même que beaucoup de marques de grande consommation, où on est 10-12% dans un certain nombre de cas de figure. Mais c'est moins bien que dans le secteur du luxe, par exemple, où les taux d'engagement peuvent monter au-delà de 35, 40, voire 45%. Derrière ce chiffre de 23%, comme je l'évoquais à l'instant, on a une forte hétérogénéité selon le secteur, puisque vous voyez qu'on passe de 19% du côté de l'habillement mode à 33% du côté beauté-santé. Donc des écarts qui vont quasiment de 1 à 2, avec les services qui sont à 20%, ainsi que l'univers de la maison, le voyage-tourisme, 22% pour les produits techniques, 24% pour l'électroménager, 25% pour les jeux, jouets, l'alimentation, ou encore 27% pour les produits culturels. Mais à nouveau, à l'intérieur de ces secteurs, on va avoir des acteurs qui vont enregistrer des scores extrêmement différents au sein d'une même activité économique. Autre façon de regarder les résultats, en fonction des types de sites. Eh bien là, à nouveau, on a des écarts assez importants, puisque si on s'intéresse aux distributeurs web et physiques, on est en moyenne à 18%, donc ce sont des distributeurs de type Fnac, Darty notamment. Auprès des distributeurs web uniquement, type Price Minister, Amazon, on monte à 24%. Des marques distributeurs web et physiques type Kiabi ou Yves Rocher, nous sommes à 26%. Et on peut monter jusqu'à 28% en fait pour les produits occasion, à opposer aux 23% pour les produits neufs. Et idem, sur les places de marché, on est à 26% contre 20% sur les sites sans place de marché. Alors, est-ce que ça veut dire que pour augmenter le taux d'engagement, il faut ouvrir une place de marché, proposer les produits occasion? Non. Non, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a observé au sein des acteurs des ratios qui allaient de 1 à 3. Et donc, ce n'est pas une solution toute faite que d'ouvrir des produits occasion ou d'ouvrir une place de marché. En termes de profil, écoutez, on n'a pas une cible très typée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres pour à nouveau respecter le timing et surtout pour me concentrer sur l'enseignement principal. Si on n'a pas un profil très marqué, ça veut dire qu'on peut engager tout type de cyberacheteurs. Et ça ouvre, je trouve, des opportunités intéressantes pour l'ensemble de l'assistance. Donc, rien ne s'oppose à augmenter son taux d'engagé, mais comment le faire? Alors, il y a un premier point qui est important. On va revenir juste quelques secondes à la métaphore amoureuse de tout à l'heure. Vous vous souvenez, l'implication sectorielle, il s'agit de savoir si on est plus ou moins vigilant dans le choix de son partenaire amoureux. C'est une donnée individuelle. Vous n'avez pas la main là-dessus. C'est une donnée exogène.
Et effectivement, il y a des écarts. Par exemple, 37% des engagés vont nous dire, dans le secteur des biens de consommation, de l'alimentation, etc., il y a des sites Internet marchands meilleurs que d'autres. Donc c'est plus de 2,5 fois plus important qu'auprès des non-engagés. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque l'on analyse la contribution des différents facteurs à la construction de l'engagement, on s'aperçoit que cette variable sectorielle pèse très peu. C'est 12% en moyenne. Et même si on va sur les sites, sur les activités pour lesquelles le taux est le plus fort, ça n'est jamais que 20%. Donc ça veut dire que sur 80%, les sites e-commerce ont la main pour augmenter le taux d'engagés. Alors, avant de parler de ces 3 grands leviers que nous avons identifiés, je me permets d'insister sur un élément absolument déterminant à notre sens, c'est la grande variation qui existe entre les acteurs là-dessus. Alors, pour ça, on s'est intéressé à 2 dimensions, 2 des dimensions que nous avons analysées dans cette enquête. Un site qui a tout compris à mes besoins et un autre élément sûr de trouver ce que l'on cherche sur le site. Alors évidemment, cette promesse, elle est beaucoup plus difficile à tenir pour l'habillement mode, par exemple, que pour les produits culturels. Il n'empêche, on a un écart de 1 à 2 entre 2 acteurs sur l'habillement mode. Ça passe de 20% de note 8 à 10 à 40% d'un côté, et idem sur les produits culturels, où on passe de 40 à 58% sur ce même item. Alors je vous propose maintenant d'aborder les 3 leviers que nous avons pu identifier au travers de l'analyse de l'ensemble des drivers étudiés dans cette enquête. Le premier, c'est respecter le contrat de base du commerçant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? J'ai évoqué à l'instant le fait que nous avons étudié un grand nombre de facteurs dans cette enquête, plus d'une trentaine. Et il y a un premier axe qui nous est apparu, qui tourne autour donc, de ce respect du contrat de base. Dans ce respect du contrat de base, vous allez voir, il y a des choses vraiment très, très basiques, mais qui sont très contributrices au fait de créer l'engagement. Et à nouveau, la capacité à le faire dans le temps est très importante. Livrer le produit commandé, c'est-à-dire le produit, effectivement, qui est conforme aux attentes, le livrer en temps et en heure, mais c'est également respecter les fondamentaux du commerce, le prix, le choix, les services. Je ne rentre pas dans tous les détails pour respecter le délai. Deuxième levier, rassurer le client. Et cette réassurance du client, elle est protéiforme à nouveau. Lorsqu'on a regardé l'ensemble de ces drivers, on s'est rendu compte qu'il y avait les différents items qui s'affichent maintenant à l'écran, la notoriété, l'air du temps, la modernité, autant d'éléments qu'on peut englober un peu caricaturalement derrière le terme de réputation quelque part du site. Deuxième élément, et là ça n'a pas été une surprise parce que c'est quelque chose que l'on observe dans beaucoup d'enquêtes que nous menons, c'est la sécurité du site. Les cyberacheteurs sont toujours marqués par les débuts de l'Internet et des risques de fraude. Les garanties proposées par le commerçant, est-ce qu'on va reprendre mon produit, est-ce qu'on va pouvoir l'échanger facilement, etc. L'avis des autres acheteurs est un élément qui est apparu également important et c'est une façon également d'illustrer ce que j'évoquais au démarrage de cette réunion, à savoir l'autonomisation des individus et la défiance des individus vis-à-vis des experts. Aujourd'hui, on fait davantage confiance à ses pairs qu'aux experts. Troisième et dernier levier, qui est probablement, à mon sens, le levier vraiment structurant de l'engagement, c'est la capacité à instaurer la bonne relation avec le client, à adopter la bonne posture. Et la bonne posture, c'est déjà, en cas de souci, avec les clients, d'adopter d'avoir les bons réflexes. Pourquoi ? Regardez, on a posé cette question. Est-ce que vous avez déjà rencontré un problème par le passé avec ce site ? On a le même taux chez les engagés et les non engagés. On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. 28%. La différence, elle est où ? Elle est dans le traitement. D'un côté, vous avez 90% des individus qui nous ont dit on était très satisfaits de la façon dont ils nous ont répondu. 90% de notes 8 à 10, 51% de l'autre côté. Donc, au-delà de la capacité à bien traiter ses clients, les autres éléments qui sont apparus dans cette dimension, c'est le plaisir à se rendre sur le site, donc des éléments qui sont plus émotionnels, des sites bien faits, bien pensés, simples, ergonomiques, et qui proposent des contenus adaptés à ses besoins. En signal un peu plus faible,
on a observé également une attraction pour un site qui sait me surprendre et également un site dont je suis fier de faire partie, dont je suis fier d'appartenir à la communauté des acheteurs. On retrouve à nouveau cette dimension plus symbolique de l'appartenance. Pour résumer en quelques mots cette enquête, l'engagement des clients vers les sites e-commerce génère des bénéfices tangibles. Le taux d'engagés est limité, mais il est possible de l'améliorer, comme en atteste l'hétérogénéité des performances entre les acteurs d'un même secteur. Pour cela, les sites ont 3 grands leviers à actionner: respecter le contrat de base du commerçant, rassurer le client, instaurer la bonne relation. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Philippe. Alors, je vous propose maintenant de voir très concrètement comment nos grands témoins abordent cette question de l'engagement client. Donc, outre Philippe et donc Luc Balleroy de Opinionway, nous avons la chance d'avoir avec nous Enrique Martinez, qui est le directeur général de la FNAC, Christine Devandel, qui est la directrice générale de Zalando en France, et Thomas Romieux, qui est le directeur du digital du groupe LVMH. Alors, d'abord, parler d'un client engagé n'a probablement pas le même sens chez vous trois. Chez une grande enseigne multicanale, un pure player en très forte croissance et un groupe de maisons de luxe qui est par ailleurs très impliqué dans l'e-commerce, notamment via Sephora. Alors, je voudrais qu'on commence par parler de Zalando. Vous avez réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros. Ceci dans un contexte de concurrence très forte. On a vu dans l'étude d'Opinionway que, par exemple, la part des clients engagés est particulièrement faible dans la mode. Je crois que c'était 19%. Mais pour maintenir un tel rythme de croissance, vous êtes donc obligé de faire très très attention à ce que vos clients restent fidèles. Et du coup, Christine, est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, comment vous définissez votre client engagé, quel est son profil, et éventuellement si vous avez des indicateurs chiffrés pour quantifier tout ça? Bonjour à tous, merci Flore. Merci l'équipe Opinionway, c'était très intéressant. Donc effectivement, le client engagé pour nous est critique. Aujourd'hui, nous avons à peu près 13 millions de clients actifs sur tous nos 15 marchés. Et on voit que si on veut continuer la grande croissance qu'on a eue au fil des 5 dernières années, l'engagement client et la fidélité client sont absolument clés. Donc qu'est-ce que c'est pour nous concrètement le client engagé? C'est le client qui va au-delà de la transaction sur notre site juste pour acheter une paire de baskets ou un t-shirt, mais c'est vraiment le client qui revient, qui est inspiré par nous, qui rachète et qui parle de Zalando dans son entourage. Donc concrètement, comment est-ce qu'on le mesure chez nous? On regarde les clients qui font plus que juste aller sur notre site web. On regarde ceux qui utilisent à la fois notre app mobile, qui vont via le mobile, qui utilisent et réagissent à nos magazines publiés et aussi qui participent aux différents événements ponctuels qu'on fait sur le web, comme des virtual showrooms ou des outils qu'on utilise pour engager. Et ce qu'on voit clairement, c'est que ces clients-là ont des paniers plus grands, de combien plus souvent. Alors, sur la taille du panier plus grand, je ne peux pas vous donner exactement les détails, mais c'est conséquent. Donc effectivement, pour nous, ça va être la base de la croissance pour les années à venir. Voilà. Entendu. Enrique Martinez, pour la FNAC, qu'est-ce qu'un client engagé? Alors vous avez aussi la notion d'adhérent, mais je crois que les deux ne sont pas complètement superposables non plus. Pour vous, un client engagé à la FNAC, c'est quoi? Bon, déjà, peut-être un mot sur l'étude, très intéressante. On a vu qu'on a la chance d'avoir des produits qui engagent, donc les produits culturels, ça définit l'individu. Donc, on a joué, depuis l'histoire de la FNAC, de jouer un rôle au-delà d'un simple distributeur. On a toujours essayé de jouer et de raconter une histoire autour de nos produits à travers des rencontres, des produits exclusifs, etc. Donc, on a essayé toujours de profiter de l'engagement naturel autour des produits pour engager à la marque. Donc, c'était quand même l'essence de l'histoire de la FNAC. Aujourd'hui, si on rentre dans les chiffres concrets, on a une communauté d'intérêt, les adhérents de la FNAC, les démarrages de l'histoire, qui aujourd'hui représentent plus de 3,5 millions en France et plus de 5 millions au monde. Donc, ils sont des clients qui sont encore plus engagés parce qu'il faut qu'ils payent pour avoir sa carte. Donc, ça fait quand même un acte de volontariat pour avoir une carte. Donc, devenir un membre du club, évidemment qu'ils s'attendent avec cet acte positif d'avoir des avantages, mais c'est aussi une fierté d'appartenance
une fierté de montrer sa carte parmi ses collègues et une fierté parfois même de montrer les sacs plastiques lors d'un achat. Donc nous, on l'a mesuré pendant l'histoire et on sait très bien, comme les clients, ils sont prêts à aller au-delà d'un simple relation distributeur-acheteur s'il y a une histoire qui est derrière une marque. Donc ces clients, ces adhérents aujourd'hui, pour nous, ça représente quand même le cœur de l'activité en France et dans d'autres pays. Et toute la politique commerciale et tous les efforts qu'on fait autour de la qualité, de la relation et du prix, on les fait particulièrement sous ces communautés. D'accord. Thomas Romieux, avant d'en venir aux actions que vous mettez en œuvre, comment est-ce que vous abordez cette question? Non, le micro fonctionne, c'est bon. Dans le luxe, le digital, c'est encore un petit peu sulfureux, et pourtant vous avez l'habitude d'apprécier le niveau d'engagement de vos clients dans le retail. Donc comment est-ce que vous définissez chez LVMH vos clients engagés, et qui change le fait de travailler dans le luxe? Moi, j'ai une confession à vous faire, Flore, et à tout le public. En fait, nous sommes à une conférence qui s'appelle e-commerce one-to-one. Et comme vous l'évoquiez, on a certes des très gros sites de commerce électronique, comme par exemple Sephora, mais dans l'ensemble, la catégorie du luxe n'est pas une catégorie dans laquelle le commerce électronique s'est développé de manière encore massive. On est à peu près sur 3%, grosso modo, du chiffre d'affaires du secteur qui est fait sur Internet, avec une croissance qui est de l'ordre de 20% par an depuis à peu près 4 ans, contre une croissance du luxe qui fait plutôt de 10%, donc on est au double, mais ça reste très marginal. Pourquoi ? Parce que le luxe répond à un certain nombre de définitions. Parmi les diverses définitions qu'on peut avoir, il y a la question de l'aura des produits, l'héritage, l'artisanat, toute la complexité, la rareté des produits qu'on va utiliser pour fabriquer le produit final. Et donc, automatiquement, des achats qui vont, dans l'écrasante majorité des cas, se conclure en magasin. Ce qui est tout à fait logique, et on a tous expérimenté ça lorsqu'on a acheté un bien de luxe. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça veut dire que ça disqualifie Internet? Non, mais ça veut dire que nous n'allons pas nécessairement nous concentrer sur des critères d'utilisation de l'Internet liés au commerce électronique, au contraire de vos enseignes par définition. Et donc on va partir davantage sur un cycle qui va consister à dire les gens sont exposés à un stimulus initial qui dans l'écrasante majorité des cas est une publicité dans la presse, encore très fortement dans le domaine du luxe, et puis ils vont finir leur achat en magasin. Et donc l'Internet va servir pour diminuer toutes les frictions entre cette considération initiale, tiens, ce produit m'intéresse, et le fait d'aller vraiment en magasin. Et donc on va regarder le consommateur engagé sur 4 grands critères. Le premier, c'est est-ce qu'il a cherché dans un moteur de recherche. C'est souvent, voire toujours par ça, que le chemin va commencer. Et là, le sujet, il est critique pour nous en termes de search engine marketing, optimisation, et puis lutte contre la contrefaçon, parce qu'une autre caractéristique du luxe, c'est bien la lutte contre la contrefaçon. La deuxième caractéristique, c'est sur le site, on va beaucoup regarder les indicateurs de temps passé, consultation des fiches produits, et énormément les indicateurs de temps passé sur les store locators, qui sont pour nous des sujets absolument fondamentaux pour les raisons qu'on a exposées au préalable. Et puis ce qui va se passer après, c'est qu'on va regarder quelques autres indicateurs qui sont sans doute indicatifs, pour revenir sur l'étude de Mignon Mouet, sur la volonté que les gens vont avoir de recommander ou de s'engager plus avant avec nos maisons de luxe. Et là, on va avoir 2 grands indicateurs qui vont être les indicateurs de réputation, en particulier d'avocats sur la marque, qui en parlent et où et comment, et puis des indicateurs qui sont liés à la consommation de contenu. Donc de plus en plus de la consommation de vidéos, puisqu'on développe évidemment de plus en plus des contenus qui sont souvent un peu longue forme, c'est-à-dire que 5 minutes et plus, avec de l'engagement très fort de nos utilisateurs sur ces outils. Entendu, merci. Alors, Luc Balleroy et Philippe Lumagresse, votre étude montre des différences importantes selon les secteurs. On l'a vu sur la part des clients engagés, mais aussi en termes de bénéfices attendus par le marchand. Par exemple, j'ai vu que le mécanisme de recommandation fonctionnait beaucoup mieux dans l'alimentation. La fidélité est plus forte chez les clients engagés dans l'univers de la maison, de l'électroménager. Et par exemple, pour la sensibilité prix, vous dites qu'il y a un facteur de 2,5 entre l'électroménager et la beauté. Donc c'est considérable. Comment est-ce que vous analysez ces divergences ? Alors, il faut faire attention à une chose, parce que c'est effectivement, on a donné ici là, des enseignements qui sont des enseignements sectoriels. Ce qu'il faut retenir, et s'il y a une chose à retenir de cette étude, c'est celle-ci, c'est que l'engagement se pose vis-à-vis d'un individu, vis-à-vis d'une marque donnée. Donc en fait, quand on voit des différences sectorielles, elles sont la moyenne de ce qu'on observe sur les marques. Elles ne reflètent pas, ça ne veut pas dire que sur un secteur donné, je n'arriverai pas à engager davantage mes clients. Il y a des secteurs qui, il y a quelques années, pour en prendre un qui n'est pas dans le corpus de l'étude, notamment la téléphonie mobile, où vous avez un acteur, je vous le laisse le deviner, qui a un taux d'engagé de plus de 50%, le plus faible de ces acteurs à 3%. Dans un secteur sur lequel, il y a quelques années, il y avait des taux d'engagement assez faibles, en fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, comme on peut le voir là,
il y a des différences sectorielles, mais comme l'a dit Philippe, le secteur, les variables sectorielles, c'est-à-dire l'implication, le fait de voir des différences entre les marques et le fait de sentir un risque, pèsent assez peu dans le modèle. Elles contribuent, bien évidemment. Plus je suis sur des biens où le risque est faible, moins j'ai une possibilité d'engager davantage du client. Mais ça pèse quand même assez peu. La vraie force, justement, de cette notion d'engagement, elle tient dans les marques, dans la capacité à satisfaire, à reproduire cette satisfaction, dans cette capacité à être rattaché à la marque, donc tout ce qui travaille autour de l'image. Et là, on peut avoir des scores très très forts. Par exemple, je peux en citer un, puisqu'il va intervenir quelques heures après, Nespresso a un des taux d'engagement les plus forts. Les clients de Nespresso sur ce site a un des taux d'engagement les plus forts parmi ceux qu'on a enregistrés là. Donc il n'y a pas de déterminant sectoriel. Il se trouve qu'il y a des secteurs, comme par exemple l'habillement à la mode, où il y a une grande diversité de marques de sites, je ne parle pas de marques de boutiques, où du coup l'attachement est plus difficile à entraîner, mais il y a des marques qui performent énormément et bien au-delà des scores que l'on a montré là en moyenne. Très bien. Alors nous allons maintenant voir comment vous faites pour accroître, dynamiser l'engagement client. Vous rappeliez dans l'étude qu'il était possible de travailler sur plusieurs aspects, le respect des engagements, l'expérience sur le site, l'image que génère le site. Enrique Martinez, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'actions, de leviers que vous activez pour cela à la FNAC ? Naturellement, pour nous, l'obsession, c'est respecter les engagements de nos clients. Et vous l'avez vu, les clients engagés sont peut-être un peu plus tolérants sur des aspects de prix, mais c'est au moins dans notre cas d'une complète intolérance du point de vue des mauvais services. Donc nous, l'obsession, c'est comment on arrive à mesurer dans les quotidiennes ces taux de qualité. Donc, on a lancé il y a depuis 2 ans un programme qu'on appelle des NPS, c'est un classique de marché. Donc en fait, on inquiète tous les clients adhérents qui passent dans nos magasins tous les jours pour lui demander comment a été son expérience et surtout, est-ce que lui, à travers son expérience, il serait prêt à recommander la marque pour quelqu'un. Donc c'est quand même un taux qui suit pas seulement la qualité, mais au-delà de la qualité. Donc aujourd'hui, on fait plus de 350 000 enquêtes dans tous les magasins en France et ça nous permet, la mesurer, de contacter les clients qui sont mécontents, parce qu'on demande à un client qui n'a pas bien qualifié sa visite, si on peut prendre une démarche proactive, le contacter et trouver une solution, si possible. Donc ça, c'est aussi un outil de rétention et peut-être réengagement d'un client qui était peut-être mécontent. Il y a un troisième aspect de ces programmes qui m'intéresse beaucoup, c'est à travers ça, on met la qualité, la relation client au centre de la dynamique de l'équipe. Parce que vous le savez, les équipes, ils ont beaucoup de centres d'attention, dont les clients, mais aussi les produits. Il y a parfois ce type de programme qui nous permet de réparer les clients avec un aspect qui est quand même pratique et concrète, mais aussi qui engage et qui porte une dynamique forte. Donc voilà, ça c'est un des programmes majeurs sur lesquels on anime tous les magasins et les sites. Il y a après un deuxième programme pour les clients encore plus engagés, on appelle la Fnac Lab. Il y a 7000 clients qui ont déclaré être disponibles à partager avec nous et à collaborer sur différentes études d'opinion avec qui on demande son avis par les initiatives commerciales et autres que la Fnac lance. Donc ces 7000 clients, aujourd'hui, on les utilise, on les réclame beaucoup. J'espère qu'il y aura quelques-uns dans la salle, sinon je vous invite à les faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 40% des taux de réponse parmi toutes les études qu'on lance. Et 40%, vous le savez, vous êtes des professionnels des marchés, un taux de retour de 40%, c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout parce qu'on ne paye rien pour le faire, juste les plaisirs. C'est 3%, ça dépend des initiatives, mais 40%, donc il faut prendre le temps, avoir l'intérêt. Donc nous, on considère qu'ils sont quand même une richesse de l'information incroyable. Et alors, vous leur demandez quoi? Vous les sollicitez sur quel type de si questions? on vient de lancer l'offre téléphone nue sans abonnement à la Fnac. Donc on les a lancés, qu'est-ce qu'ils pensaient, comment l'imaginer les voir. Après on va les réclamer, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'ils attendaient nous, comment on pourrait s'exprimer mieux sur les magasins ou sur le site. On peut lui demander tout, et son avis, c'est un avis assez qualifié et engagé qui nous intéresse particulièrement. Et ils sont récompensés pour leur avis ou... On les exprime en satisfaction immédiate.
Pas forcément. C'est L'intérêt, ça c'est toute pas la d'avoir force, un hein. programme, nous naturellement, Oui. qu'on sait très bien que ces clients, on pourra les animer, mais c'est pas un sujet de les acheter pour être content avec nous. C'est plutôt les démarches de volontariat et d'attachement à la marque qui nous intéressent concrètement. Je C'est vais toute la rebondir- force de l'engagement. Hein. C'est justement cette capacité que je vais montrer dans un des chiffres. Hein, le lien que j'ai avec la marque me donne envie de la rendre meilleure, de l'aider, de l'accompagner, de l'enrichir. Et c'est pour ça que c'est bien plus fort que juste un clic ou un like. Hein. On ne l'a pas montré dans l'étude, mais quand on regarde les fans de Facebook, sur les fans de Facebook, il y a un tiers de clients engagés pour une marque. C'est-à-dire que 2 tiers de ceux qui ont fait un like, qui est un premier acte, mais qui n'est pas un acte d'engagement, comme on peut parfois le dire, c'est pour ça que vous disiez d'ailleurs que cette notion est galvaudée, il n'y en a qu'un tiers qui sont engagés. Et les clients engagés, on peut faire beaucoup de choses avec eux. Je pense comme tout le monde, sur le lancement des réseaux sociaux, on s'élance à la course à la taille, avoir beaucoup, et à la fin, on rencontre que parfois, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et des initiatives pour acheter des bases de données, finalement, ça donne peut-être que la confusion autour d'une grande masse des clients. Et finalement, les clients qui ont une démarche active, naturelle, sont celles qui vont rester plus attachés et plus connectés à la marque. Encore, je dis, nous, on a la chance d'avoir des produits avec un rythme de lancement régulier et qui attachent beaucoup. Donc, mais c'est aussi notre capacité à les animer et les entretenir. Alors, en guise de parenthèse, j'ai vu passer une question ou une remarque sur Twitter d'Adrien Nussenbaum de Miracle qui parle de la marketplace d'Amazon. Et du coup, je voulais vous demander, pour vos cyberacheteurs, ça change quoi en termes d'engagement client d'avoir une marketplace? Parce que à la fois, vous avez une offre plus étendue et ça, c'est un service important pour vos clients. D'un autre côté, vous ne maîtrisez pas forcément la qualité du process du côté des marchands tiers, qui peuvent être remarquables par ailleurs. Ça change quelque chose à l'engagement de vos cyberacheteurs ou pas spécialement? Déjà, l'intérêt de la marketplace, c'est simple. Nous, on arrive à faire plus d'1 million de références à une offre stockée et commandée à Fnac. Mais avec la marketplace, on peut arriver à plus de 20 millions. C'est pas qui quelqu'un de mon équipe est d'être. Donc, c'est quand même l'opportunité de proposer aux clients de la Fnac qui cherchent un produit chez nous l'accès à l'offre disponible. Et ça, il y a un intérêt. Par contre, et là, vous l'avez bien noté, les sujets, il faut que la qualité des services et la qualité de la prestation de nos partenaires marketplace soit au même niveau que celle de nos clients. Parce qu'en fait, et ça c'est des discussions qu'on a eues autour de la FEVAD, pour les clients qui s'achètent chez Fnac.com, chez les autres, c'est pas du tout évident qu'ils achètent chez les autres. Donc et nous, nos responsabilités autant qu'hébergeurs et les personnes qui finalement ils apportent les clients à ces business, c'est que la relation soit au même niveau qu'est-ce que nous-mêmes on peut proposer directement. Merci. Alors Christine de Windel, chez Zalando, qu'est-ce que vous faites concrètement pour accroître l'engagement de vos clients et la base de vos clients engagés? Alors peut-être je vais vous parler de 2 axes. Un premier qui semble évident, mais quand il est bien exécuté, est absolument critique, c'est le CRM et la personnalisation. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez Zalando pour vraiment personnaliser l'expérience client? C'est que chaque utilisateur voit une homepage unique qui est adaptée à ses choix, à son comportement passé. Et donc dans la navigation sur le site, partout on va voir des recommandations qui sont liées à ce qui intéresse ce client et ce qu'il a acheté dans le passé. Ensuite, évidemment, les newsletters, bon, de nouveau, c'est quelque chose qu'on voit depuis des années, mais si on l'exécute bien, et on arrive à parfaitement cibler ce qu'on propose à chaque client, on voit que les résultats, le clic, la conversion devient vraiment beaucoup plus intéressante. Et puis après, aussi, on va essayer d'envoyer aux clients, j'ai parlé tout à l'heure de nos magazines, on va essayer de les cibler avec des thèmes mode qui sont parfaitement adaptés. Donc ça, premier point, personnalisation CRM, évidemment. Deuxième axe, c'est quelque chose où on pousse vraiment notre produit et notre expertise mode, c'est comment est-ce qu'on devient la référence mode pour notre client. On veut que le client fasse ce qu'il fait avec certaines des enseignes physiques qui ont très bien réussi, qu'il veuille retourner chez nous toutes les semaines, qu'il voit des nouveautés et qu'il nous fasse confiance dans l'expérience client. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça veut dire que chaque fois que le client va sur le site, non seulement il voit des produits adaptés, mais il voit des nouveautés. On a des rubriques de nouveautés, d'inspiration qui sont adaptées aux clients. En devenant un partenaire de shopping et de mode pour nos clients, on arrive vraiment à les faire revenir régulièrement. Et vous le savez tous, si le client revient plusieurs fois par mois, ça va évidemment avoir un gros impact. Donc ça, c'est vraiment à la fois le produit et la personnalisation qui ont été les clés
qu'on a identifiés pour le succès de l'engagement client. Thomas Romieux, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce que vous regardez sur le site, ce que vous faites pour accroître l'engagement client comme action vraiment sur le site, éventuellement en comparant avec le retail, et puis plus largement ce que vous faites sur toute la customer journey, donc qui concerne le search, les réseaux sociaux, enfin tous les canaux qu'on imagine, et puis peut-être ensuite ce que vous faites en termes de fulfillment, enfin vraiment d'expérience du client qui reçoit un colis ou qui va le chercher. Voilà, donc sur tous ces aspects-là, comment est-ce que vous essayez d'accroître l'engagement client ? Je vais faire une réponse qui est liée à mon premier point, c'est-à-dire qu'on est très sensible aux expériences complètes, c'est-à-dire au fait qu'Internet sert vraiment à une sorte de voyage utilisateur dont on ne sait pas très bien d'ailleurs exactement dans quel ordre il va se faire, mais dont on sait qu'il faut être absolument excellent sur tous les points de contact qu'on va pouvoir établir avec nos clients. Je vais vous faire une réponse un peu de moyenne de l'industrie, de moyenne des catégories, pas une réponse qui va porter sur quelques marques que ce soit, parce qu'elles sont très diverses dans des catégories très diverses aussi. Bon, il y a 4 indicateurs que j'ai envie de retenir comme ça, il y en a plein, mais je vais en prendre 4 pour la facilité de l'exercice. Le premier, c'est que sur les sites, un des sujets qui est en général très négligé par l'industrie, c'est la notion de temps de chargement de page. Lorsqu'on lit les rapports Forrester, qui a été publié sur le luxe il n'y a pas très longtemps, moi j'ai appris un mot en anglais, j'étais ravi, c'était page load time is excruciatingly slow. Je ne connaissais pas excruciatingly, entraînez-vous, c'est sympa le matin. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, notamment nos consommateurs chinois sont des surutilisateurs d'Internet. Vous savez que c'est le premier pays e-commerce au monde, c'est aujourd'hui les plus gros consommateurs d'Internet en général, et c'est en particulier des gens qui visitent beaucoup nos sites de luxe. Et en l'occurrence, comme pour plein de raisons, les temps de chargement de page en Chine sont extrêmement longs. Et on doit les décroître. C'est un problème d'industrie en général. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les fiches produits sont des sujets absolument essentiels pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on peut trouver des descriptions de nos produits en dehors de nos sites. En général, on n'aime pas ça. On a nos propres flagships. On sait décrire, on pense nos produits mieux que dans certaines destinations qui, dans certains cas, même peuvent présenter des contrefaçons. C'est un vrai sujet. Le deuxième point va porter davantage sur le développement de l'omnichannel. Alors, c'est un peu le point que vous évoquiez tout à l'heure, mais dans un contexte qui, nous, est lié à une très forte prégnance du retail. Donc là, il y a 3 enjeux énormes, évidemment, pour l'industrie en général, qui vont être d'envoyer du site vers le magasin, donc tout ce qui va toucher aux store locators, mais aussi au reserve and collect, qui s'est beaucoup développé en Grande-Bretagne notamment. Je réserve sur le site, je vais chercher en magasin. Le deuxième, qui est à l'intérieur du magasin, il y a probablement aujourd'hui un certain nombre de scénarios de digitalisation qui sont à mettre en œuvre, que ce soit sur l'exposition aux produits ou sur le rapport aux vendeurs. Et puis, il y a évidemment la voie de retour, c'est-à-dire le fait que si ma référence n'est pas disponible, comme je suis un acteur de luxe et que j'ai une notion de service de concierge, pour reprendre les termes des palaces du début du XXe siècle, je dois pouvoir vous livrer quand même, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, on va s'arranger. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et évidemment, tout ça concourt à une problématique dite de CRM. C'est-à-dire que nous, notre gros enjeu, il va être d'arriver de plus en plus à se dire, OK, on a une base de données essentiellement de clients qui ont acheté en magasin, certes, OK. On va la segmenter, récence, fréquence, montant, produit, RFMP classique, mais on va de plus en plus y agréger des données qui vont être des données de transactions online, parce que c'est encore souvent des bases de données séparées, et puis on va y agréger un certain nombre d'autres données qui vont souvent être des données sociales, des données liées à du comportement sur les sites, à des fiches produits qui ont été vues, etc. Donc on sait qu'on va, évidemment, toute l'industrie va vers ça, et nous aussi. Le troisième point porte sur la réponse aux questions qui sont posées sur les réseaux sociaux. Un des grands sujets, moi, de stress que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus les gens utiliser Twitter ou Facebook, exactement comme on utilisait un coup de téléphone il y a quelques années ou du courrier classique. Et ça, c'est un stress, parce qu'aujourd'hui, selon Social Bakers, à peu près 60% des questions aboutissent à des réponses. Et nous, le statut qu'on a aujourd'hui fait qu'il faut qu'on réponde à ces gens. Donc on a un sujet énorme sur ce terrain-là. Et le quatrième, pour reprendre votre point, Flore, porte en effet sur la qualité du fulfillment. Moi, je pense que tout le cycle qui va s'écouler entre la commande, la facturation, l'envoi du colis, la réception du colis et sa capacité à le retourner ressemble beaucoup finalement à de la selling cérémonie en magasin, comme on l'appelle dans nos univers, et qu'elle doit être traitée de façon particulièrement avancée. C'est vrai que là-dessus, le grand sujet, pas d'inquiétude, mais en tout cas d'intérêt, c'est que les très bons acteurs de la place ne sont pas des acteurs de luxe historiquement, c'est les acteurs qu'on connaît tous. Et donc nous, il faut qu'on soit au niveau de gens qui, dans la vie réelle, ne seraient pas forcément des gens qui seraient nos concurrents. Donc on a un gros sujet ici. Ce qui d'ailleurs fait penser à un élément de l'étude d'Opinionway, qui est que finalement, quand il y a un problème sur une commande, c'est une opportunité fantastique pour accroître l'engagement de ce client-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez, vous trois, sur lequel vous travaillez précisément, en vous disant ça, c'est une bonne opportunité pour se le fidéliser très très longtemps ? Dans notre cas, c'est juste l'intérêt de cette NPS, c'est de
contacter les clients qui sont à mauvaise expérience. Et aussi, dans le domaine du produit technique, il y a un service qui va au-delà de l'achat, après achat et les services techniques, etc. Et là, nous, on mesure très bien des clients qui ont eu des mauvaises expériences avec les produits, mais des bonnes expériences avec nous. On voit très bien qu'ils ont un cycle de fidélité à la marque encore plus important. Donc c'est quand même l'opportunité à ne pas rater. Bon, on ne pousse pas le vice jusqu'à créer un petit problème exprès. On n'a pas pensé à ça, mais on ne sait pas. Peut-être les équipes, quand ils ont des problèmes, ils y pensent à ça. Effectivement, la réclamation, d'ailleurs, ce n'est pas vrai que pour les sites de e-commerce, hein, c'est vrai pour tous les secteurs, la réclamation est un moment fort où si je suis bon, et si je ne suis pas en train de remettre en doute le client, si j'accepte l'échange, c'est toute la force d'ailleurs de sites comme Zalando, comme Zara, c'est que j'ai même anticipé, hein, quand je reçois un paquet Zalando, j'ai déjà l'enveloppe pour l'envoyer. Bon de retour. Donc c'est ce moment-là qui est le moment critique, puisque justement je n'ai pas de magasin physique et j'ai personne à qui m'adresser. Si j'arrive à bien le juguler, à répondre convenablement à cette demande, alors du coup je suis dans force de réengagement et c'est ce que montre l'étude. Et c'est vrai encore plus sur le secteur du commerce où justement quand je n'ai pas de boutique et je n'ai pas de magasin physique. Est-ce que c'est possible d'engager tout type de cyberacheteurs? Parce que dans votre étude, vous avez montré le profil type du client engagé en disant que finalement, il n'y avait pas de caractéristiques très fortes. Tout le monde est engageable? Alors effectivement, on est passé assez rapidement sur ces données parce que les écarts de profil, et encore je vous ai montré les écarts les plus importants, sont relativement limités. Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il est possible d'engager tout type d'individus sur une catégorie de produits. En revanche, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir engager un même individu sur X catégories. C'est impossible, hein, puisqu'il va avoir un certain nombre de sujets de prédilection sur lesquels il peut s'intéresser, mais auprès de ces individus-là, il faut vraiment réussir à les capter et à les engager sur son propre site. Les premiers éléments, hein, on l'a vu, c'est est-ce que toutes les marques se valent ou pas. Donc là, on voit bien, c'est déjà une variable, même pour la marque. Hein, c'est-à-dire que oui, une marque peut arriver sur un secteur où l'engagement est faible, si elle est capable de se différencier fortement. Et à nouveau, y compris sur la mode, il y a des marques qui sont arrivées avec un fort différentiel parce qu'ils apportaient une expérience client fortement différenciante. Et du coup, elles sont déjà sur cette première étape. Et puis après, effectivement, il y a tout ce qui est la satisfaction, la confiance, la relation à la marque qui vont générer cet engagement. Maintenant, il n'y a pas des individus qui sont par essence engagés et d'autres qui ne le sont pas, ce qu'on pourrait imaginer, mais c'est comme ce qu'on appelle les early adopters. Les early adopters, ce n'est pas une catégorie en soi, hein, c'est souvent un concept qu'on utilise. Il y a des early adopters pour les produits de téléphonie mobile, il y a des early adopters dans le luxe, mais je ne suis pas early adopter toute catégorie. Il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet et c'est pareil pour l'engagement. Les clés sont vraiment dans les mains des acteurs. Thomas Remieux, vous partagez cette analyse, y compris dans ce cas un peu extrême qu'est le luxe dans la consommation. Vous pensez qu'on peut engager tous les clients a priori? Votre question est un peu large. Ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où je reprends la définition que j'ai ici sur la propension à recommander, la fidélité par rapport à une enseigne, y compris sur la possibilité de reporter un achat pour s'y référer, et la sensibilité au prix qui fait qu'on est capable d'assumer une différence de prix significative pour s'acheter cette marque, je pense qu'on a une composante, on a une définition de l'engagement qui est très intéressante de la part d'Opinionway. C'est vrai que le terme d'engagement, c'est une espèce de mot très galvaudé finalement depuis quelques années. C'est une espèce d'anglicisme d'ailleurs assez catastrophique. Et donc du coup, ce que je trouve intéressant par rapport à la définition que vous avez donnée Opinionway, c'est que finalement on a quelque chose qui est que je trouve très concret. C'est la première fois que j'entends quelque chose d'aussi précis. Là, vous avez cité 3 définitions qui sont fondamentales dans les relations que la plupart de nos clients vont établir avec nous, oui, par définition. Écoutez, je pense qu'on va s'acheminer doucement vers la fin de cette plénière. Je pense que ça pourrait être intéressant, comme vous êtes très nombreux et que vous avez été très attentifs, de prendre quelques questions de la salle. Vous trouvez que je suis un peu éblouie, donc je ne vous vois pas, mais y a-t-il des questions parmi vous? Je suis sûre qu'il y en a. Ou des... Ah, Adrien. Bah oui. J'ai une question pour Thomas Remieux. Bonjour, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas
Donc je précise Adrien Nussembaum de Miracle. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Dans le luxe, vous parliez de la pénétration du e-commerce. Qu'est-ce que vous pensez d'un site comme Farfetch? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Farfetch est un site né en Angleterre, qui est 100% une marketplace, qui rassemble sur Internet l'offre de magasins de haut de gamme, comme l'Éclaireur ou Colette en France et leur équivalent en Europe, et qui, au bout de 5 ans, cette année, va dépasser 200 millions de pounds de chiffre d'affaires. Donc je voulais savoir comment vous voyez ce genre d'initiative. Je pense qu'avec l'Internet, on est encore à l'équivalent peut-être de l'ère de, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, du précambrien, j'en sais rien, avec des animaux qui apparaissent. C'est une sélection naturelle qui va s'opérer à terme, mais une multiplicité de modèles que je trouve très intéressante. On peut citer Farfetch, on peut citer Vestiaire Collective, on peut citer toute une série d'initiatives Net-à-Porter, qui chacun positionne la possibilité d'acheter des produits de nos catégories. On regarde Farfetch comme on regarde les autres sites, avec un certain intérêt qui, je pense, est lié essentiellement à la profusion des modèles économiques qui sont développés sur Internet. Question de définition, c'est est-ce qu'on est sur des produits de luxe ou est-ce qu'on est sur des produits premium ou haut de gamme, qui n'est pas exactement la même chose, parce que pour bien connaître l'univers du luxe, c'est vrai que ce que vous avez expliqué assez bien d'ailleurs sur toute l'expérience qui est liée à l'acte d'achat, c'est vrai que là, sur le e-commerce, c'est probablement pour ça d'ailleurs que les secteurs du luxe sont un peu en retard. Enfin, et d'ailleurs, y a-t-il la place? Et peut-être que c'est une place différente telle que vous l'expliquez. Oui, ce qui fonde le luxe dans sa définition même de l'Union européenne, c'est la notion de distribution sélective. Donc il est évident que le bien n'existe que dans la mesure où il est vendu dans un certain contexte. Je ne porterai pas de jugement sur la manière dont c'est fait sur divers types de sites. On regarde ces expériences comme on en regarde beaucoup, tout simplement parce que un de mes rôles, c'est justement d'observer ce qui est en train de se passer et d'en rendre compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Marc Lolivier. Oui, il y a un point qu'on a un petit peu regardé dans l'étude, on n'a pas eu le temps d'y revenir, mais c'est le rôle des réseaux sociaux par rapport à l'engagement client. Et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, parce que ça rebondit aussi sur ce que disait Thomas tout à l'heure. Quelle différence il y a entre l'engagement client tel qu'on a essayé de le définir de manière très précise et puis juste une page fan ou une inscription à une page fan? Est-ce qu'on peut revenir sur ce point-là? Peut-être en 2 temps. Dans l'étude, dans la présentation, j'ai indiqué un écart assez important sur le taux de posts de commentaires positifs entre les 2 populations. Alors, j'ai pas eu le temps de le préciser, mais les 2 populations ne sont pas différentes en termes de contribution. C'est-à-dire qu'indépendamment, les 2 contribuent à la même hauteur sur Internet. La différence se fait vraiment vis-à-vis du site sur lequel ils sont engagés. Donc on avait ce score entre 12 et 22%, donc un écart quand même assez significatif, à relier à un autre point qu'on a évoqué dans les leviers, le 2e levier sur la rassurance, où on a vu que l'avis des autres acheteurs était extrêmement important et de plus en plus pris en compte. Je pense que tout le monde dans cette salle a fait cette expérience de se dire finalement, j'ai pu acheter sur Internet en me fiant à des individus qui ont posté un certain nombre de commentaires que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais finalement je leur ai accordé une certaine confiance, alors que je vais être a priori en défiance vis-à-vis d'un certain nombre d'avis d'experts. Donc on montre dans cette enquête, spécifiquement dans cette enquête, où on a pris en compte on s'est dit que ça pouvait être un des bénéfices, et effectivement, ça s'avère, puisque ce bénéfice est vraiment extrêmement bien manifesté ici. Peut-être que Luc, tu veux compléter sur la partie fan. Le point que vous voulez évoquer, Marc, c'était ce que j'évoquais peut-être rapidement tout à l'heure et pas de manière très claire, mais c'est qu'effectivement, être fan de marque ne veut pas dire que je suis engagé. Ça, c'est clair. C'est une étude que je voulais faire l'année dernière avec des DB sur plusieurs pays. Voilà, là on le montre assez clairement ici, parce qu'on demandait aux gens s'ils étaient fans de marque, puis on a regardé qui était engagé ou pas. Ben voilà, dans les fans de marque, les fans d'une marque précise, pas les fans de marque en général, sur une marque précise, et donc en moyenne, j'ai seulement 1/3 de clients qui sont des clients engagés. Donc oui, le like c'est bien, oui poster un commentaire c'est bien, mais voilà, après ce commentaire est-il positif? L'engagement est un acte plus fort que ça, c'est un acte extrêmement
engageant, du coup. Hein, on l'a vu, c'est des sacrifices importants quand on dit, notamment sur un secteur comme le e-commerce, est-ce que vous êtes prêt à continuer d'acheter même si sur ce site les produits sont 20% plus chers? Voilà, on met la barre assez haut, hein, c'est pour ça que les scores ne sont pas non plus faramineux. C'est vraiment un acte de fidélité active, avec une recommandation forte et avec une exigence forte aussi sur la sensibilité au prix. Donc on en demande beaucoup et c'est pour ça qu'on est sur sur à la fois des taux faibles, mais sur un cœur de population qui est prêt à faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est intéressant de le regarder, de l'activer et de chercher à l'augmenter par l'ensemble des leviers qu'on a démontrés là. Christine, vous vouliez réagir? En fait, j'avais une petite question pour Opinionway. J'étais surprise par les petits scores de l'engagement client dans la mode et l'habillement, 19%. Qu'est-ce qui explique ces grosses divergences et surtout, quelle est votre hypothèse sur la mode et l'habillement? Je sais qu'il y a beaucoup de nos concurrents qui sont là ici. C'est vrai, alors, ce que je disais tout à l'heure, il y a une grande diversité sur la mode et l'habillement. Je peux trouver dans l'univers réel et dans le e-commerce beaucoup de choses. Ça, c'est la première chose. Je n'ai pas forcément envie d'acheter tout mon habillement, tous mes habits, tous mes vêtements sur le e-commerce. Donc, se prononcer sur le fait que si jamais je ne trouve pas ce que je cherche, je renonce à mon achat, c'est extrêmement fort compte tenu de la diversité des possibilités qui me sont offertes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les sites qui distribuent des marques d'habillement sont pas si vieux que ça. C'est vrai qu'il y a les traditionnels de la vente par correspondance, mais les nouvelles marques sont assez récentes. Et donc, pour créer de l'engagement, voilà, il faut un petit peu d'expérience. Donc, je pense qu'on en est au début, en fait. Mais je pense néanmoins que les scores seront difficiles à faire progresser de manière très très haute, compte tenu de cette diversité et du besoin, parce que c'est aussi un plaisir dans l'habillement, que d'être confronté à la diversité. Enrique, en conclusion? En conclusion, en tout cas pour nous, est-ce que c'est clair que dans ces mondes où les trafics, l'acquisition des clients, ça devient de plus en plus cher, l'engagement et la fidélité, c'est clé pour avoir un business model équilibré et rentable. Donc si jamais il a été important de garder nos clients, je pense que ça devient encore de plus en plus critique. Et ce qui concerne la FNAC, et j'ai rejoint ce qui apparaissait à peu près dans l'étude, nous, ce qu'on voit, c'est des clients qui deviennent multicanal avec nous. Ils sont plus engagés que des clients qui restent avec une utilisation monocanal. Donc l'intérêt, et l'étude le confirme, et merci beaucoup, l'intérêt pour nous, c'est continuer à accélérer sur cette démarche d'accompagner nos clients sur une consommation que ce n'est pas web, ce n'est pas un magasin, c'est global parmi ces produits, parmi les marques qu'ils préfèrent. Voilà. Merci, je pense que nous allons nous quitter sur ces belles paroles. Merci beaucoup à vous 5. Merci à la FEVAD. Merci beaucoup à notre auditoire.